C'est une victoire qui redonne le sourire en ces temps moroses, celle de 3 jeunes hommes. Ils s'appellent Ilyes, Mamadou et Zakaria. Ils viennent de faire condamner la France pour faute lourde en appel suite à des contrôles aux faciès. La décision a été rendue le mardi 8 juin, un triomphe qui n'a pas été facile puisqu'ils avaient d'abord été déboutés en 2018. C'est la deuxième fois que la France est condamnée pour des contrôles discriminatoires. La première, c'était en 2016. Le même homme était déjà derrière cette victoire. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Mamadou Camara, un des jeunes victimes de ce contrôle abusif, et son avocat, maître Slim Benachour. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, je voudrais, Mamadou Camara, si vous êtes d'accord, qu'on revienne sur les circonstances du contrôle d'identité qui a mené donc à cette condamnation de l'État. C'est un contrôle qui a eu lieu à la Gare du Nord en mars 2017. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En fait, on revenait d'une sortie pédagogique à Bruxelles avec notre classe. On était parti visiter les institutions européennes et au retour, en sortant du Thalys, je vois au loin Ilyes qui est mis sur le côté et qui est en train de se faire contrôler. Et je vois le reste de la classe, personne d'autre se fait contrôler, je vois que lui. Et moi, j'arrive. Quelques secondes après, pareil, je me fais interpeller par un policier qui me tutoie et qui me demande de me mettre sur le côté et qui commence à me contrôler, moi et Zakaria. Et alors, après, qu'est-ce qui se passe ? Le contrôle, il s'est mal passé parce qu'il était hautain, il posait des questions qui n'avaient aucun rapport avec le contrôle en lui-même. Et moi, je voulais surtout savoir le motif du contrôle. Je lui posais la question, pourquoi vous me contrôlez ? Il me disait, on fait notre boulot, on fait notre boulot. Enfin, c'était toujours la même musique. Et voilà, comme j'ai dit, il posait des questions qui n'avaient aucun rapport avec le contrôle. Et surtout, il reprochait des choses à notre professeur qui, ça ne me plaisait pas. Et il disait des choses sur nous qui n'avaient aucun rapport avec le contrôle. Et personnellement, c'est humiliant de dire de telles choses devant ses camarades et devant des voyageurs à la Gare du Nord. Il me semble d'ailleurs que votre professeur, elle est venue justement pour poser la question aux policiers de savoir pourquoi ils vous contrôlez vous en particulier, etc. Elle est venue à votre secours, entre guillemets, quoi. Voilà, exactement. Et le policier, il lui a dit, si vous ne voulez pas qu'on contrôle vos élèves, vous avez qu'à les surveiller. Mais après, Madame Bocherel, elle avait sorti une réponse intelligente. Elle a dit, je peux pas être à deux endroits différents. Je vois, il y a un premier élève à moi qui se fait contrôler, Ilyes se fait contrôler. Quelques secondes plus tard, Mamadou et Zakaria se font contrôler. Je ne peux pas être à deux endroits différents, c'est impossible. D'accord. Alors, maître Benachour, l'homme de l'ombre dont je parlais dans l'introduction, c'est vous. En 2016, vous aviez déjà remporté la victoire dans une affaire similaire de contrôle aux faciès. 5 ans plus tard, la France est condamnée à peu près pour les mêmes raisons. Elle veut dire quoi pour vous, cette victoire, 5 ans plus tard ? D'abord, c'est une décision qui est différente parce que la parole des enfants, des mineurs, des élèves, a été relevée comme pertinente par les juges. Et c'est très important parce que, symétriquement, elle a dit que la narration qui était présentée par les policiers, le ministère de l'Intérieur par l'État, en gros, était invraisemblable. Et que le rapport du policier dans le contrôle de Mamadou Camara était invraisemblable. Donc ça, c'est très important, parce que c'est assez rare qu'on fasse prévaloir la parole du citoyen, et a fortiori d'un enfant. Le deuxième point qui est très important, c'est que les juges pointent l'incurie de l'État, parce que vous l'avez noté, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, l'incurie de l'État pour savoir, pour déterminer exactement ce qui s'est passé. Parce que là, s'il y a bien un endroit où on peut avoir une preuve de ce qui s'est passé, c'est bien une gare. Il y a des vidéos, il y a eu des enregistrements audio. Et comme nous alléguions, et on comprend que ça soit compliqué pour l'État, de discrimination raciale, c'est extrêmement grave, eh bien, l'État avait les moyens de savoir comment on contrôlait sur ce quai. Au moment où les voyageurs quittent le Thalys, nous on a une conviction, c'est qu'il n'y a que Mamadou, Ilyes et Zakaria qui ont été contrôlés sur un train composé de centaines de voyageurs, il faut le préciser, je crois Mamadou, c'est une classe de 18 élèves avec 5 garçons. 3 sont contrôlés, ça veut dire 60% des garçons. Donc à ce niveau-là, il n'y a plus de hasard. Et l'État soit est incompétent, soit
je préfère parier sur ce point-là, soit il a regardé les vidéos et il sait très bien que ce qu'on dit est vrai, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une discrimination raciale. Maintenant, plus historiquement, cette victoire, elle s'inscrit, vous l'avez dit, dans une précédente victoire. Ce qui veut dire que si on est là devant les juges, encore une fois, avec Mamadou, c'est que l'État n'a rien fait. Vous disiez que la cour d'appel avait donné raison donc, à la version de Mamadou Camara et de ses camarades plutôt qu'à celle des policiers. C'était quoi la version des policiers justement par rapport à cette interpellation, à ce contrôle? Tu veux en parler, Mamadou? Ouais, la version des les policiers, eux, ils disaient comme quoi ils nous considéraient pas dans le groupe. Enfin, je crois qu'ils avaient dit un truc comme ça, et que les contrôles ils étaient justifiés parce que au moment des faits, Gare du Nord c'était un haut lieu d'importation de stupéfiants en provenance de Bruxelles et d'Amsterdam, et on était en plein plan Vigipirate. C'est-à-dire en gros ils ont dit, en gros le contrôle il a été justifié comme ça. Genre on est un Gare du Nord, c'est un haut lieu d'importation de stupéfiants, et on est en plein plan Vigipirate. Donc en gros, on va contrôler des personnes typées, entre guillemets, maghrébins et noirs. En gros, Mamadou, Zakaria et Ilyes, c'est égal trafic de stupéfiants et terrorisme. Et moi, ça m'a choqué. L'intérêt quand on fait du droit, c'est que grâce au principe du contradictoire, l'État ne peut pas écrire voilà, j'ai des biais et je pense qu'il est préférable de contrôler des Noirs et des Arabes jeunes sur le Thalys, ce d'autant plus qu'ils ont fait référence à la fameuse affaire qui a été trivialisée par le film de Clint Eastwood, hein, et l'un des gars qui avait désarmé le terroriste était un Afro-Américain. Donc c'était un peu surprenant, ça n'aurait pas suffi devant les juges. Donc dans leurs écritures, hein, dans l'argumentaire officiel, l'État a estimé que d'une part ils avaient des très très gros sacs, hein, dans lesquels auraient pu se trouver des fusils d'assaut. Et ça, ils n'ont passé qu'une nuit à Bruxelles, ils avaient de petits sacs, c'était faux. D'autre part, et là je n'ai pas tout à fait compris, ils n'ont pas compris qu'ils étaient mineurs ou qu'ils étaient de jeunes adultes, et ils ont compris qu'ils avaient 25 ans. Alors, on ne sait pas non plus quelle est la raison pour laquelle on vous contrôlerait plus à 25 ans. Et effectivement, il y a une référence au fait qu'ils n'avaient pas compris que c'était une classe. Et là aussi, on ne comprend pas non plus parce que soit il y a des éléments objectifs qui vous permettent de contrôler quelqu'un, il y a une suspicion de commission d'infraction, et ça, quel que soit le contexte, que vous ayez 25, 18, que vous ayez un petit sac, un gros sac, que vous soyez dans une classe ou pas. Alors, Mamadou, vous disiez que vous aviez été très choqué par ce que les policiers avaient dit, justement. Comment vous êtes senti quand finalement le verdict est tombé et que vous vous êtes rendu compte que vous aviez gagné? J'étais heureux, j'étais satisfait, et c'est l'aboutissement d'un long travail, et surtout je me dis que cette victoire elle va faire avancer les choses petit à petit, et voilà, on peut être fier de nous, on a apporté notre pierre à l'édifice. Alors justement, ça a été très long quand même, ça a duré 3 ans, même Pratiquement 4 ans. Ouais, pratiquement 4 ans d'ailleurs, depuis votre contrôle d'identité. Comment ça s'est passé ces 4 années parce que vous vous attaquiez quand même à l'État qui est un assez gros morceau, donc j'imagine que ça ne devait pas être facile tous les jours. Ça a été long, mais à aucun moment l'idée nous a traversé l'esprit d'arrêter ou d'abandonner ou de baisser les bras, jamais. Ça a été long, certes, on a pris notre mal en patience, mais on n'a pas lâché l'affaire. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont soutenu pendant cette période justement? Oui, bien sûr, il y a des gens qui nous ont soutenus, il y a des associations, des collectifs et même des amis proches à moi. Ils nous ont dit de ne pas lâcher et que tôt ou tard, votre persévérance et votre détermination va payer. Ils avaient bien raison. Ça a payé. Ouais. Maître Benachour, je le disais en introduction, la victoire n'a pas été facile parce que vous aviez été débouté en première instance en 2018. Pourquoi est-ce que la Cour d'appel a rendu un avis différent? Qu'est-ce que vous avez dû mobiliser pour remporter cette victoire justement? Les mêmes principes qu'en première instance, c'est-à-dire... je dirais les principes qui ont été validés d'une part par la Cour de cassation en 2016 et puis aussi par le défenseur des droits, hein, qui nous a accompagnés dans la procédure et qui est très pertinent sur la problématique des contrôles de routine, hein, des contrôles au faciès. Ce qui nous a permis de gagner, c'est quelque chose auquel on est très attaché, qu'on oublie en ce moment, hein. C'est un repère très important qui figure à l'article 1 de la Constitution française, c'est-à-dire l'égalité. Dans sa version
non-discrimination, mais l'égalité. Et donc, si vous perdez, alors c'est assez fréquent en matière de discrimination de perdre en première instance, parce que très souvent, je dirais, les normes sociales, nos habitus prévalent par rapport aux principes, mais plus vous approchez du sommet de la hiérarchie judiciaire, plus on respecte la hiérarchie des normes. Ce qui fait que les juges de la Cour d'appel de Paris ont eu aucune difficulté pour constater que, dans les faits, pour eux, le contrôle avait été initié en raison de biais, en raison d'une pensée discriminatoire. Et c'est la raison pour laquelle ça va être une gageure pour l'État de savoir ou non s'il fait un pourvoi en cassation. Parce qu'il a déjà été condamné en 2016 et que la motivation de la Cour d'appel dans notre affaire est la même que celle de 2015, qui a amené à la condamnation de l'État, en plus percutante et en plus pertinente. Donc on est, Mamadou, on est plus que confiant, hein, en réalité. Oui, Maintenant, il n'y a que des certitudes sur ce plan-là. Et donc l'État, donc oui, il y a encore 2 mois, c'est ça, pour se pouvoir en cassation, c'est Oui, ça? après une signification, après un acte On est sur 2 technique. mois, en fait, Oui, d'échéance. à la rentrée, on saura. Alors, Mamadou Camara, on en parlait un petit peu tout à l'heure, vous n'êtes pas battu tout seul, car en plus de votre avocat, il y a une autre personne qui vous a toujours soutenu, c'est votre professeur, qui vous avait déjà soutenu au moment du contrôle. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est manifesté, ce soutien de sa part Parce que déjà, elle vient pas des quartiers populaires. Je veux dire, ça la choque. Et apparemment, d'après ce qu'elle nous a raconté, c'était pas la première fois qu'un de ses élèves se faisait contrôler en sortie scolaire. Et que, pour elle, c'était normal parce qu'elle est professeure d'histoire-géographie et d'éducation civique. C'est-à-dire, toute l'année, elle enseigne à ses élèves que la France est un état de droit, qu'il faut combattre les injustices et tout ce qui est discriminant. En fait, toute l'année, elle nous dit que la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais quand on sort en dehors de l'école, elle voit que ses élèves, ils sont pas égaux au droit. Donc ça la révolte. Donc c'est pour ça, elle a vraiment tenu à nous accompagner, à nous soutenir tout au long de cette affaire, parce que ça la touche personnellement dans ses valeurs et ses principes. C'est une professeure courageuse et déterminée. Et, je pense qu'il en faut plus des professeurs comme ça. Maître Benachour, on en parlait, c'est pas la première fois que vous faites condamner la France pour pratiques discriminatoires. Pourquoi est-ce que vous vous investissez tant dans ces affaires ? C'est une bonne question, j'en parlerai à mon psy. Non, plus sérieusement, c'est dans mon parcours personnel, j'ai été exposé, pas nécessairement directement, mais en qualité d'ami, à la discrimination simple. Hein. On va au café quand on est lycéen, tiens, Toussaint, lui, il prend pas de café, on lui demande de partir. Alors que si Sophie prend pas de café dans notre bande de 6 ou 7, on lui demandera rien. Et puis, vous savez, ça, quand vous voulez, à 17, 18, 19 ans, entrer en discothèque ou dans certains endroits, il y a des interdits. Et puis, il y a eu quelque chose de très important pour moi, c'est de m'exposer, de partir à l'étranger. De voir comment ça fonctionnait ailleurs. Alors il y a des pays dans lesquels on respecte davantage les choses, on respecte davantage les personnes, les principes, et puis il y a aussi un pays ou des pays dans lesquels il y a des problèmes assez similaires à ce qu'on a en France et dans lesquels il y a plus de lutte. Et là je pense notamment aux États-Unis, au Canada, et là vous comprenez qu'il faut faire quelque chose. Alors voilà, je dirais historiquement pour moi, il y a, je vous ai parlé de mon histoire personnelle, mais sur le plan de la motivation et la décision de contribuer via ma profession d'avocat, c'est Ziad Ebouna. C'est-à-dire qu'en 2005, avec des amis avocats, on a décidé de se mobiliser sur la problématique des discriminations, quels que soient les critères de discrimination. Et donc, tout naturellement, des associations, des personnes comme Élise Bocherel se sont rapprochées de nous pour nous demander ce qu'on pouvait faire aux alentours de 2009-2010. Alors, il y a Ziad Ebouna, et puis il y a les statistiques qui ont été faites par le CNRS en 2009.
et qui vont acter quelque chose qu'on avait du mal à reconnaître. Contrôle de routine, pratique, développé, ample des policiers, égale contrôle au faciès. Et donc, quand vous prenez la place ni des policiers ni des statisticiens, mais de Mamadou et d'autres, vous posez une question qui est toute simple, c'est les droits. Alors, on peut avoir ce type de problème avec une administration, dans les loisirs, au travail, mais venant de la police, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, puisque la police, dans une démocratie, elle possède la légitimité d'utiliser la violence. Et on voit bien, grâce aux statistiques, grâce aux expériences, à des personnes comme Mamadou ou Élise, qui parlent de plus en plus, que la règle de droit, voire les pratiques policières, sont des pratiques totalement illégitimes, qui ne méritent pas que la violence soit monopolisée par la police. Donc il faut tout revoir, et le droit est quelque chose d'important, de très très important, parce que il permet de rappeler, y compris à l'État, qu'il y a des droits supérieurs, qu'il y a des droits fondamentaux, ce qu'on appelle l'État de droit, et on doit avoir un fonctionnement démocratique où tout le monde, pas simplement des gens courageux comme Élise, comme Mamadou et les autres, mais également les associations, les partis politiques, les citoyens doivent se dire que c'est un véritable scandale, parce que, et je ne veux pas être trop long, mais c'est un point auquel je suis très attaché, il n'y a pas d'études en France sur l'impact réellement des contrôles au faciès, si ce n'est des études statistiques, et vous avez des études qualitatives menées notamment par Human Rights Watch. Mais dans beaucoup de pays, on reconnaît que le contrôle au faciès, c'est un énorme propagateur de racisme commun. Pensons à toutes les personnes qui ne sont jamais contrôlées. Quand elles voient Mamadou, Zakaria et Ilyes se faire contrôler, c'est normal, c'est toujours les mêmes. Et donc vous pouvez ensuite aller jusqu'au vote. Et donc, je trouve que vous m'avez posé la question sur les raisons pour lesquelles je me suis mis sur ces combats. Je m'y mets encore et je m'y mettrai tant que cette pratique et d'autres contribuent à un problème de racisme, mais également un problème démocratique. Je comprends tout à fait le résumé que font certains entre contrôle d'identité, sur toujours les mêmes, et le fait qu'on vote pour des candidats qui ont des projets discriminatoires. Le Rassemblement national, et pas seulement aujourd'hui, même à gauche, vous avez des gens qui n'ont aucun mot, rien à dire sur les contrôles de routine, c'est-à-dire les contrôles de faciès. Mamadou Camara, est-ce que vous avez conscience, avec tout ce qui se passe en ce moment, quand même, on est dans un climat qui n'est pas foufou, avec la montée de l'extrême droite, les violences policières de plus en plus visibles, le racisme, cette victoire, elle inspire beaucoup, et c'est aussi quelque part une victoire de l'antiracisme. Ouais, c'est vrai que, comme vous avez dit, elle met de la baume au cœur, et elle inspire beaucoup, parce que personnellement, moi je me dis que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Même si, comme vous l'avez précisé, on est dans un climat pas très foufou. Et voilà, ça redonne un petit peu d'espoir. Et j'espère qu'on a inspiré pas mal de gens à continuer à se battre et à ne pas baisser les bras. Et à se dire que voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Toujours. Et que la lutte paye, du coup. Voilà, que la lutte paye, elle payera toujours. On doit tous y mettre du sien. Et voilà, comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Alors, Maître Benachour, avant de clore cette interview, j'aimerais qu'on parle d'un autre dossier. Vous êtes engagé donc sur cette question des contrôles d'identité discriminatoires. D'ailleurs, aux côtés de plusieurs associations comme Amnesty International ou encore Human Rights Watch, vous avez entamé une procédure juridique inédite en janvier dernier, une action de groupe contre ces contrôles au faciès. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire un peu où ça en est ? Alors, d'abord, il y a aussi des associations parisiennes comme Pas à Pas, comme MCDS, une association près de Lyon qui s'appelle Réagis. Donc c'est un ensemble d'associations qui ont décidé d'utiliser un outil qui nous a été offert par Madame Taubira, qui s'appelle l'action de groupe. Alors on la connaît mieux par les séries américaines, c'est les class action. L'idée, c'est non pas, et c'est une procédure révolutionnaire,
que notre culture avait du mal à accepter parce que la culture judiciaire, c'est en général des relations bilatérales. Vous m'attaquez parce que je vous ai licencié, donc c'est une relation individuelle et à la rigueur, les dossiers collectifs sont des dossiers, un cumul de dossiers individuels. Là, l'idée, c'est de présenter quelques dossiers de personnes, comme le dossier de Mamadou, et d'expliquer qu'il s'agit de discrimination raciale, collective et générale. La procédure est révolutionnaire en ce que, et je l'ai précisé tout à l'heure, nous ne demanderons pas des sous. Ce que nous allons demander au juge, c'est de faire injonction à l'État de changer ses pratiques, de se réformer en gros. Récépissé de contrôle, formation, instance impartiale et indépendante, instance permettant, sur cette pratique des contrôles d'identité, d'avoir des discussions démocratiques sur la pratique des contrôles, parce qu'on le sait de plus en plus en France. On le sait à l'étranger, le contrôle de routine qui concerne toujours les mêmes, il est inutile, il est inefficace, puisqu'on sait qu'à 95%, il ne donne rien. Mais quand je dis il ne donne rien, ça veut dire que dans les 5%, on peut avoir une vérification d'identité au poste, on peut avoir un contrôle d'identité, une garde à vue qui ne donne rien. Et dans les 5%, visiblement, on comptabiliserait les outrages et rébellions, c'est-à-dire le contrôle illégal qui génère une infraction qui peut d'ailleurs amener les jeunes à avoir un casier judiciaire. Donc on marche sur la tête. C'est aussi une pratique qui coûte très cher, puisqu'elle sert à rien. Elle mobilise beaucoup de personnes et elle est dangereuse. Zia Debouna, et même pour les policiers, quelquefois, ça peut être dangereux. Donc il faut défaire cette pratique. Et donc l'idée, c'est d'avoir aussi une instance qui recevrait grâce aux éléments de preuve du contrôle d'identité, de permettre aux autorités, pas simplement l'exécutif, mais également le Parlement, d'avoir des discussions sur la pratique des contrôles d'identité. Et puis en gros sur l'activité policière. En gros, cette action de groupe, elle permet de réaliser ce que nos autorités politiques n'arrivent pas à faire. Donc je pense que c'est aussi une action qui va être très bien accueillie parce que on le voit, les discussions quand il s'agit de réformer de la police, c'est le ministère de l'Intérieur avec les syndicats de policiers. Il manque toujours une partie importante de l'équation, c'est les gens, le peuple. Et puis on sait pour plein de raisons qu'on ne va pas nécessairement aborder ici, c'est qu'il n'y a pas de solution qui va sortir de ces discussions. Donc je pense, et du fait de nos relations institutionnelles en Ve République, il n'y a pas un pouvoir le Parlement ne peut pas s'imposer, ne peut pas imposer la problématique des contrôles d'identité dans l'agenda de l'exécutif, en tout cas politique. Donc la voie la plus pertinente, et on le voit avec la décision de Mamadou, c'est la voie judiciaire. Et cette voie judiciaire, encore une fois, elle n'a pas pour objectif d'obtenir des sous, des dommages d'intérêt, mais de changer les choses. Et pour nous, juristes, c'est un sacré programme quand même de changer la vie, de changer les choses en appliquant simplement le droit. Simplement le droit. Je veux dire, c'est révolutionnaire quand on y pense, quand on voit la pratique de la gare du Nord, la pratique des policiers vis-à-vis d'une partie de notre population, de nos enfants, c'est révolutionnaire. Et ça ne demande pas grand-chose, juste d'appliquer le droit, de rappeler les principes. Donc c'est un beau projet. Mamadou Camara, j'imagine que vous y êtes plutôt favorable. Bien sûr, à 100%. À 100%. Et du coup, on finira là-dessus. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau du Média TV. Donc, on le rappelle, vous avez fait condamner l'État le mardi 8 juin pour faute lourde dans une affaire de contrôle discriminatoire. Merci. Merci à vous.